Europe 1, Pierre de Villeneuve, l'invité d'Europe Nuit. Et retour sur le sommet de Singapour qui a donc opposé, ou en tout cas allié Donald Trump et Kim Jong-un. Bonsoir Pierre Rigoulot. Oui, bonsoir. Spécialiste de la Corée du Nord. Bonsoir Jean-Éric Branard. Bonsoir. Spécialiste des États-Unis. Alors, quels enseignements tirer de ce premier contact entre les deux présidents? Si je dis bien premier contact parce que d'après ce que j'ai compris, rien n'est fait pour l'instant, Jean-Éric Branard. Ce qui est fait en tout cas, c'est qu'ils se sont rencontrés. C'est pas rien déjà. Il fallait. Est-ce que c'est historique? J'entends tout le temps le mot historique. Bien sûr que c'est historique puisque c'est un chef d'État américain en exercice qui est allé rencontrer le plus haut dignitaire, le plus haut responsable, le président. On dira comme on voudra. C'est un dictateur de Corée du Nord. Donc effectivement, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis le camouflet qui a été fait à l'Amérique, c'est la première fois que ça se fait. Donc pour ça, c'est historique. Et puis c'est également important parce que on est dans la détente et qu'il vaut mieux être dans la détente plutôt que, souvenez-vous, il y a quelques mois, on parlait de bombes qui partaient de Paris. C'est ça. Le Rocketman est arrivé après. Mais on a d'abord parlé de la destruction de l'île de Guam, par exemple. Par exemple, et oui. Je m'en souviens très bien. On était tous très inquiets à ce moment-là. Pierre Rigoulot. Oui, ce qui m'a frappé, moi, c'est... Bon, d'abord, je suis d'accord avec Jean-Éric, c'est-à-dire avec ce qui s'est dit. En effet, il y a quelque chose d'historique aussi, on pourrait dire, du côté nord-coréen. Les Nord-Coréens, au fond, ils sont constitués contre les États-Unis à travers cette guerre de 50 à 53. Les États-Unis, c'était l'ennemi numéro un, c'était les hommes à abattre, hein. Non, mais je voulais dire que à Séoul, c'était les traîtres. Non, pas seulement les traîtres, mais Vous n'allez pas trouver le mot. Non, j'essaye pourtant de vous aider. Exactement. Les objets des Coréens, des Américains, je veux dire, des gens qui n'avaient pas de volonté propre. Des marionnettes. Les marionnettes, vous l'avez trouvé, enfin, des États-Unis. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, suppose un tournant à 180 degrés. Mais qu'est-ce que les Coréens du Nord ont à gagner à se rapprocher de Donald Trump? C'est quoi il doit y avoir, au-delà d'une volonté... Il y avait, comme vous l'avez remarqué sans doute, une tension particulièrement grande à propos de la constitution d'un arsenal nucléaire par la Corée du Nord. Et par conséquent... on a fait fi de tout ça pendant des décennies. Alors pourquoi tout d'un coup, là, ce rapprochement? Non, on n'a pas fait fi de cela. On s'y est peut-être mal pris. On n'a pas employé les bonnes méthodes. Donald Trump a menacé très clairement la Corée du Nord. Hein. En cela, il y a quelque chose de nouveau. Cela dit, je pense que vous serez d'accord, il y avait également du temps de Clinton, du temps de George Bush aussi, des velléités de frappe. On a moins parlé. Qui se sont mal terminés avec George Bush. On se souvient quand même que Cheney est parti en disant on ne peut pas parler avec l'axe du mal. Et donc, et on est amené à se revoir, si j'ai bien compris. On est amené à se revoir très rapidement. Donald Trump nous a dit que ça commençait tout de suite. Donc, si dans les 15 jours il ne s'est rien passé, on dira qu'effectivement, il y a eu un gros problème. Donc là, Pompeo, qui est en charge de la diplomatie américaine, va devoir repartir très très vite. Sans Trump cette fois-ci. Oui, sans Trump. Oui. Cette fois, ça se fait sans les... Il se déplace aussi tout sans seul. Les N+1, quoi. On fait ça entre secrétaires d'État. Là, c'est la diplomatie qui va prendre le dessus maintenant, bien sûr, qui va prendre la direction des opérations, parce que vous vous rendez compte le nombre de choses qui sont à régler. Il y a bien sûr de l'armement nucléaire, mais il y a de l'armement conventionnel, il y a des rapports avec différents pays. On dit que par exemple les corps vont être rapatriés, 40 000 corps pour les États-Unis, mais ensuite il y a les disparus japonais. Donc c'est bien un accord bilatéral, c'est pas juste... Écoute, Corée du Nord, maintenant tu arrêtes ta nucléarisation. Il y a aussi un pendant américain dans tout ça. Bien entendu. Pierre Rigoulot. Le côté bilatéral me semble très important. Nous en avons déjà parlé de cette affaire. Bilatéral parce que pendant très longtemps, je veux dire pendant des mois, voire des années, les Américains, oui des années, je dis bien, les Américains ont compté sur les Chinois dans cette affaire. Il y avait une sorte de duo américano-chinois pour essayer de faire pression efficacement
sur la Corée du Nord pour qu'elle renonce à cet arsenal nucléaire. Et puis on s'est rendu compte qu'au fond, ces sanctions, sans doute, elle faisait souffrir la Corée du Nord ou la population nord-coréenne, mais ça n'allait pas plus loin. Et puis les Chinois traînaient les pieds, et quand c'était pas les Chinois, c'était les Russes. Bref, ça n'avançait pas. Ça n'a pas avancé. Et donc, fort mécontent de l'attitude des Chinois, Donald Trump a tenté une nouvelle façon de faire, c'est-à-dire une approche bilatérale. Oui, le deal. Le deal. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure dans le journal. Moi, je sais faire des deals, c'est tout ce que je sais faire. Et là, je le sens bien, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire un deal. Cela dit, Jean-Éric Brana, Donald Trump semble pas avoir pris de court le Pentagone en annonçant qu'il allait mettre fin aux manœuvres conjointes américano-coréennes. D'abord, il trouve qu'elles sont trop provocantes, sans doute après ce qui vient d'être signé, et surtout trop chères. Ça, c'est étonnant quand même. Il aime bien prendre de court la CIA, le Pentagone. Effectivement, tous les services qui dépendent de lui et qu'il estime un petit peu sous son autorité, puisque c'est lui qui décide, c'est lui le grand chef, donc il prend des décisions tout seul, et effectivement ça étonne encore au bout de 2 ans ceux qui sont censés suivre ses ordres. Mais il a pris de court également la communauté internationale, et il a pris de court la Corée du Sud, avec qui il fait les manœuvres, donc c'est pas rien. Il a dit on va arrêter de jouer à la petite guerre là dans notre coin, on va économiser de l'argent. Alors là, c'est pas nouveau par contre, parce que ça fait un petit moment qu'il veut économiser de l'argent sur l'extérieur, y compris dans le militaire, ou à commencer par le militaire. Il nous avait expliqué quand il est arrivé en France la première fois, ou plutôt avec les Français à l'OTAN, je voulais dire, qu'on devait tous mettre plus d'argent à la poche pour pouvoir payer notre propre sécurité. Et vis-à-vis de la Corée, il a transféré le paiement du bouclier THAAD, qui est le bouclier antimissile qu'avait fourni Obama, qui était payé par les Américains. Il a dit écoutez, vous allez le payer vous-même maintenant. Oui. Et puis, on reconnaît l'homme d'affaires. Et puis tant qu'il y était, il a dit on va en construire un deuxième. Et puis tant qu'il y était, l'année dernière, au mois d'août, alors qu'il y avait des attaques de missiles, souvenez-vous, il a dit aux Coréens du Sud je réagis pas trop. Par contre, je peux vous vendre des armes. Et il s'est mis à vendre des armes encore pour renouveler l'armement sud-coréen. Et là, effectivement, il veut se désengager à la fois des manœuvres, mais plus tard aussi, pas tout de suite, mais il a quand même annoncé comme objectif retirer les 30 000 hommes qui sont sur place et qui coûtent fort cher. Il y a peut-être une part de séduction quand même à l'égard des Nord-Coréens. Il y a, je crois, une part d'économie qui s'insère, c'est son cahier de route, il veut économiser de l'argent, et 30 000 hommes, ça coûte beaucoup d'argent. Pierre Rigolo, sur les images de ce sommet de Singapour, et un peu en lisant la presse ces derniers jours, parce qu'évidemment on l'attendait beaucoup ce sommet, on a appris l'existence, des spécialistes comme vous le savent, mais de la sœur de Kim Jong-un, qui a un rôle très très important visiblement. Est-ce qu'elle a vraiment un rôle important ? Alors, oui ou non, parce que je lis tout et son contraire. Oui, moi aussi j'ai lu tout et son contraire. Alors vous qui savez ? J'ai plutôt l'impression que dans un État totalitaire, les fonctions sont souvent interchangeables. Je ne suis pas sûr que... Parce qu'on dit on lui apporte des papiers, elle lui retire sa chaise pour le... Et puis d'un autre côté on dit mais non, en fait elle a vraiment un rôle très très important, une sorte d'éminence grise. Oui, moi j'ai l'impression quand même que Kim Jong-un est le patron, et qu'autour de lui, il y a aussi un certain nombre de gens qui, sans doute, le conseillent, mais c'est aussi, je crois, pour apparaître comme un chef d'État normal. Il est... aussi, lui, dans une affaire de séduction. Aujourd'hui, à Singapour, et ça, c'est nouveau. Il a essayé de montrer, en effet, qu'il était... Et ça, comme les autres. Et ça, c'est tout nouveau. Est-ce que c'est tout nouveau après tout? C'est plus le Rocketman qu'on voyait, qui prenait jamais la parole en public, et qu'on voyait sur des télés nord-coréennes qui balançaient des missiles. Mais pour la communauté internationale, c'est nouveau. Merci beaucoup à vous deux, Pierre Rigolo. Pour en finir avec la Corée du Nord, chez Buchet-Chastel, c'est votre dernier livre, et Jean-Éric Brana, le titre de votre dernier ouvrage, 1968, Quand l'Amérique gronde, aux éditions Priva, 22h25. Je suis en retard, mais voici la bourse à toute vitesse.